Bonjour, on a eu l'occasion de vous présenter quelques parcours qui sont effectués majoritairement au printemps et puis cet été. Donc on a pu vous présenter quelques road trips, faire également ces premiers retours d'expérience de notre véhicule Tesla Model Y grande autonomie. Et bien là, ça y est, c'est l'hiver, ça se voit un petit peu au climat extérieur. Et la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, c'est celle d'un voyage qui consiste à quitter la région parisienne pour se rendre à destination des montagnes pour ses congés de Noël. Et puis vous faire un retour d'expérience de ce que c'est rouler avec un véhicule électrique lorsque la température a baissé, lorsque dans ces conditions de route autoroutière, hivernale, etc. Voir si ça reste une solution qui est jouable. Ou si c'est un vrai enfer. On va vous faire tout le parcours aller-retour. On va se focaliser sur le parcours aller pour vous montrer un petit peu la stratégie, les étapes qu'on a faites. Il y a plein d'autres façons de procéder, mais on le verra. Notre stratégie n'est pas une stratégie full superchargeur Tesla, donc ça présente à mon sens un certain intérêt de vous partager notre approche. Deuxième chose, on regardera un petit peu le côté intéressant de ce que c'est de monter en station et ce que c'est de redescendre. On entend dire, et je l'ai déjà lu, qu'en fait monter en station puis redescendre finalement c'est quasiment opération nulle. Voilà, parce que ce qu'on a perdu, la surconsommation à la montée, on la récupère à la descente en rechargeant la batterie. Bon, on verra, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. On a pris quelques mesures. On en profitera aussi parce que ce sera le premier grand parcours après cette fameuse mise à jour de Noël pour faire un retour également sur les changements qu'on aura pu observer dans le comportement de la voiture et en particulier de l'autopilote qui semble avoir au moins une amélioration, c'est la capacité d'éteindre les essuie-glaces lorsqu'il ne pleut pas. Donc c'est un grand progrès pour cette voiture, donc si on a l'occasion de vous le montrer, on vous le montrera. Et puis également, on regardera, alors je vous ferai un retour d'expérience là-dessus. Bon, malheureusement, j'ai pas pris de film de ce moment-là, mais un retour d'expérience sur la Dual Motor sur neige. Voilà, ça n'avait pas été fait. Je vous avais fait un petit tuto sur le montage des chaînes. J'en ai pas eu besoin et pour le coup, j'ai eu l'occasion de rouler la neige et elle s'en est bien débrouillée. Et pour finir, il y aura sur cette vidéo un petit jeu concours. Donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Je vous invite à la regarder jusqu'au bout du coup. C'est un parcours qui fait environ 630 km qu'on a prévu de réaliser en 2 ou 3 étapes. 2 étapes, c'est le minimum que nous propose la planification Tesla. 3 étapes, c'est si on veut arriver avec un petit peu plus de batterie en station. Première branche, donc on part avec une voiture chargée à 100% pour un parcours de 328 km et 2h55 de roulage. Donc qui nous permettra ensuite de faire une assez longue pause déjeuner et recharge du coup à ce premier arrêt chargeur de Châlons. Tout l'enjeu du parcours va consister à essayer d'atteindre Châlons en une seule étape, de telle manière à rester bien sur ces 2 arrêts. Donc le premier sera un long arrêt lié à la pause déjeuner et le second c'est un arrêt qui était prévu de 20 minutes qu'on peut prolonger, ce sera la pause goûter on va dire. Donc on pourra prolonger un petit peu. Et plus on le prolongera, plus on aura de batterie à arriver en station. Donc voilà, on est sur une stratégie à 2 arrêts, conditionnée par le fait qu'on arrive à atteindre Châlons. Châlons pour l'instant qui est prévu à 7%. Donc ça oscille, depuis le début c'est à peu près ça. C'est monté à 7, c'est monté à 8, c'est monté à 9 et à 10, puis là c'est retombé à 7. Donc on suivra ça. Et on suivra aussi la courbe de tendance. Donc là on est pile sur le trait. Donc si c'est comme ça, c'est nickel. Alors l'objectif c'est aussi d'essayer de maintenir la vitesse maximum autorisée, donc qu'on fasse le trajet à 130 et qu'on évite de se caler derrière un camion à 80 juste pour bénéficier de l'aspiration et arriver à atteindre Châlons. Ce qui change aussi sur ce parcours c'est qu'on est particulièrement chargé, donc là au niveau des coffres on est chargé quasi au max et on est à 5 aussi dans la voiture. Donc voilà, on va regarder un petit peu l'impact que ça peut avoir. Pour l'instant, ça se ressent pas trop. Au niveau de la stratégie d'arrêt, on a un peu changé notre fusil d'épaule par rapport à tout à l'heure. Donc l'air qu'on visait n'était pas atteignable confortablement en une traite, en tout cas sans ralentir le rythme.
Donc on a visé une aire sur l'autoroute qui va nous permettre de faire juste une petite pause après un petit peu plus de 2 heures de route. Et une petite pause qui va nous permettre de charger pendant 5 minutes et pour rejoindre un petit peu plus tard l'aire de notre pause déjeuner. Donc voilà, c'est la stratégie pour cette première branche de notre parcours. Un arrêt de 5 minutes, pause pipi et ensuite un arrêt plus long pour déjeuner avec une recharge la plus longue possible, on va dire. Donc là on est à peu près à 250 km depuis notre départ. D'ici qu'on fasse notre arrêt on sera un peu moins de 300 et il reste 20% de batterie. Donc on peut quand même voir qu'il y a un léger impact par rapport à ce qu'on a connu sur les trajets d'été où sans aucune difficulté on était à 350 et un peu plus, 380 km on va dire avec une pleine charge. Là un peu lourd et avec un peu de fraîcheur on fera que 300 km je pense. Et donc là c'est l'arrêt, l'aire du Chien Blanc. J'ai pas trop vu ce que c'était comme station de recharge, mais on verra ça sur place. Ici on a forcé un arrêt sur une aire qui n'est pas forcément celle où on va s'arrêter nous. On ne l'a pas trouvé hein, sur le planificateur Tesla, mais c'est pour forcer le préconditionnement de la batterie, pour charger un petit peu plus rapidement que si on n'avait rien touché. Et ça fera du coup une première branche de 2h30. Donc là on est sur la station Ivadea, donc on n'a pas fait trop le détail, donc il y a une appli. Il y a une appli pour ça, on ne l'a pas, on a donc chargé avec ChargeMap. Et de toute façon le but c'est de rester 5 minutes à peu près. Donc pour l'instant on voit que ça charge fort. On est sur une recharge à 300 kW et on charge à 190. Ça va pas durer mais pour l'instant on est à 190. Donc là on repart sur l'itinéraire d'origine, donc le superchargeur de Chalon. Et le but c'est d'y arriver confortablement aux alentours de 10%. Enfin, 10% sachant que c'est dans 80 km, donc il ne risque pas non plus de se passer de trop grosses aventures entre maintenant et 80 km. Donc on va peut-être attendre d'atteindre les 30%, sachant que ça a déjà un peu baissé. Mais c'est mieux qu'à la maison. Donc voilà, on est remonté, on arrive à 12% là-bas, on arrête la charge. Tiens, hop, tchouk. Et comme ça. Donc on en profite pour montrer aussi la petite représentation 3D qui arrive avec la mise à jour de Noël. Et ben il y en a plein qui la critiquent, moi je la trouve vachement bien. C'est pas fou encore, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait. On repart pour une petite branche de 80 km. Bon, voilà, donc la pause a duré 5 minutes, le temps de faire une petite recharge et de changer de conducteur. Donc voilà, ça a permis de souffler, se détendre un peu les jambes et repartir pour juste une petite heure qui sera notre pause déjeuner dans 80 km. Donc 13%, 80 km, ça devrait le faire. Même si on surconsomme un peu, ça sera tout bon. Voilà, j'en profite pour maintenant que je reprends la route pour me rendre compte que là on voyage donc chargé avec quelqu'un au centre et l'appui-tête centrale relevé et pour dire qu'il n'y a plus de vision du tout ou quasiment plus à l'arrière. Bon donc là ça va être la pause déjeuner, donc grosse recharge. On va faire durer le plus longtemps possible, le temps que nous on déjeune, donc une 30-40 minutes, 40 minutes je pense. Donc qui nous amènera aux alentours des 80 et un peu plus. On a fait une pause d'environ 50 minutes sur une recharge sur le superchargeur de Chalon. Comme c'était prévu, pause déjeuner, le but étant là pour nous de refaire un parcours d'environ 200 km jusqu'à l'île Rose, donc ce sera la dernière étape. 200 km donc qui nous fait arriver là-bas à 30% à peu près pour l'instant et qui nous permet à la fois de monter en station, de rester une semaine sur place et de prévoir le trajet du retour. Donc voilà, sur des itinéraires comme ça où il y a une sorte de cul-de-sac,
plus de sac de recharge, sans solution fiable de recharge à destination, et ben vous êtes obligé de prévoir et de construire l'itinéraire comme étant un aller-retour. Et donc cet aller-retour doit prévoir qu'il vous reste de la batterie sur place pour rejoindre la première étape de recharge au retour. Là nous voici dans les montagnes. Alors l'inconvénient des montagnes, c'est qu'il n'y a plus que des vallées, il n'y a pas énormément de choix. Là ce qu'on voit ici, c'est le superchargeur de Grenoble, donc c'est pas du tout un des endroits où on voulait aller, parce que ça nous oblige à faire un détour par rapport à notre destination. Et on s'est arrêté donc au chargeur de Ionity à Vorep. Alors chargeur de Ionity, bon, habituellement l'expérience est plutôt bonne sur les chargeurs de Ionity. Autrement dit, ça charge bien, ça charge vite. Et là, en l'occurrence, première borne, erreur interne. Deuxième borne, on est à 80 kW depuis le début. Alors c'est 80 tout rond, hein, c'est-à-dire que ça oscille pas du tout, ni en plus ni en moins. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait un souci sur cette borne-là aussi. Et donc ça veut dire qu'on charge un peu moins vite que ce qu'on aurait pu, voire beaucoup moins vite que ce qu'on aurait pu, surtout au début de la charge. On est arrivé ici peut-être avec 20-25% de charge, avec une batterie préconditionnée, donc ça aura dû dépoter au début. Bon là je pense que vers 60-70% on retombe dans des niveaux de charge un peu plus standards. Mais donc voilà, il va y avoir un peu de temps à passer ici, sachant que pour nous, la stratégie c'est de pouvoir grimper jusqu'en station, au moins atteindre la station, ne pas aller donc après j'ai mis le trajet retour. Donc ne pas être obligé de passer par le superchargeur de Grenoble et revenir au chargeur de Bron. Donc ça voudra dire que on doit arriver à effacer ce superchargeur. Bon, je vais profiter juste de quelques instants qu'on a de recharge là pour donner mon petit avis sur la mise à jour de Noël. Donc j'ai regardé, nous on est en version 0.4. Donc on a déjà bénéficié d'un certain nombre de correctifs et j'ai lu pas mal de commentaires qui disaient que c'était la catastrophe, en particulier l'aspect punitif de l'autopilote. Donc pour ce qui concerne notre expérience, là on a dû faire 450 km, quelque chose comme ça. À aucun moment on a vu de changement sur l'autopilote. Ce qu'on a vu, c'est oui, de temps en temps ça clignote en bleu, mais comme ça clignotait en bleu avant. Donc voilà, je sais pas où se situe la différence d'usage que je peux avoir par rapport à ceux qui disent oh là là, moi je me servirai plus jamais de l'autopilote, ou alors je mets des pastilles sur la caméra, ou alors j'accepte pas les conditions de confidentialité pour essayer d'eux. En tout cas, à l'usage, on n'a jamais eu de sanctions de parcours comme ça existait avant. Donc là, on a droit à 5 sanctions de parcours avant qu'il y ait une punition d'une semaine. Donc voilà, en tout cas pour notre expérience à nous, dans notre pratique, j'ai aucune crainte d'activer un jour la punition d'une semaine sans autopilote. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, il y en a beaucoup qui se moquent de la modélisation 3D. Bon, elle est encore assez imparfaite, mais elle a quand même déjà le mérite d'exister et le mérite d'avoir pu être faite avec des caméras donc de base, une vision donc 2D. Donc elle fait au moins, il y a un gros effort de modélisation. C'est pas des simples aplats de texture comme on a parfois sur d'autres caméras vue 360. Donc là, il y a un vrai travail de reconstruction 3D, ce que font pas forcément tous les autres. Voilà, c'est pas texturé, c'est en niveau de gris. Mais en étant en niveau de gris, à la limite, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir les couleurs, les oranges, les rouges et puis rien du tout. Donc là, ça marche bien aussi. Là, on a la représentation de la voiture stationnée. On voit même la petite ligne au sol. Et elle va se reculer. Là on doit être à 30 cm, dire stop à 30 cm, c'est pas du délire. Et on voit qu'ici en fait je suis pas au contact. On va essayer d'éviter d'y aller dessus au contact quand même. Et franchement ça commence à être pas trop mal. Donc voilà, bon, sur l'arrière en tout cas ça marche bien. Après toutes les autres fantaisies à base de boules à facettes, ça on n'a pas essayé. On n'a pas essayé le changement du son de verrouillage de la voiture parce que j'y vois pas un grand intérêt. Tout comme on n'a pas non plus testé les autres jeux d'arcade. Voilà, donc pour moi cette mise à jour est une bonne mise à jour. Alors,
Le comportement sur la neige. Notre précédente expérience, c'était une voiture traction, plutôt lourde, enfin lourde comme peut l'être une voiture familiale traction, donc je dirais dans les 1 tonne 6, avec des pneus été, comme celle-là d'ailleurs, celle-là est en pneus été, et pneus été qui avait la réputation d'être quand même très mauvais en conditions d'adhérence précaire. Et cette voiture était une vraie catastrophe dès qu'il y avait le moindre dénivelé à grimper. Ce qui n'a pas du tout été le cas de cette voiture. Alors j'étais même étonnamment surpris de l'aisance. Elle a grimpé sans aucun problème. Encore une fois, c'était pas une route, c'était pas un col, hein, c'était pas une route qui grimpait trop raide, mais c'est des routes comme on peut en trouver en station, enneigées, de la neige tassée. Et ben elle s'en est super bien sortie. À aucun moment j'ai senti de limitation dans la motricité. Si, limitation on la sentait quand pour jouer, hop, vous mettez un petit coup d'accélérateur pour voir ce qui se passe. Mais voilà, elle tractait sans aucun problème dans cette petite montée, ce qui m'évitait pour le coup de me tanker et d'être obligé de mettre les chaînes en me mettant dans un coin. Mes lectures de forums et autres groupes de discussion qui tendent à montrer qu'en conditions hivernales, le frein régénératif sur route à adhérence précaire peut présenter un petit défaut de sécurité, au sens que quand vous levez le pied, mine de rien, en propulsion, si vous avez une Tesla propulsion, vous avez un freinage assez fort qui ne s'applique que sur les roues arrière. Ce qui n'est pas la bonne façon de procéder quand on veut freiner. Généralement, l'effort est plutôt porté sur les roues avant que sur les roues arrière, et qui entraîne dans certains cas des glissades et autres. Alors, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, j'espère seulement, je ne fais qu'espérer que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, voilà, j'ai fait des tests, alors non pas sur route mouillée ici, mais sur neige. Le lever de pied n'entraînait pas d'instabilité du véhicule. Alors est-ce que c'était lié aux 4 roues motrices, est-ce que c'était lié à la situation? J'en sais rien, mais voilà, c'est peut-être un petit plus de ces 4 roues motrices encore qu'on va aller chercher dans la sécurité sur route à adhérence dégradée. On l'a vu, le parcours qu'on avait à faire, il faisait 630 km environ. C'était un parcours donc qui avait la particularité que c'est la première fois qu'on le faisait et on voulait on n'avait pas de solution de charge à l'arrivée. Donc c'est le même problème qu'on a eu quand on est parti pour notre parcours en Alsace. Pas de solution de recharge à l'arrivée, ça veut dire qu'il faut prévoir quand même. Alors en l'occurrence, pas d'aller à un superchargeur parce qu'il n'y en avait pas à proximité, mais qui nécessite d'arriver avec suffisamment de batterie sur votre zone de résidence pour ensuite être capable d'en repartir et de rejoindre un point de charge suffisamment loin pour un point de charge, peu importe. Donc voilà, il y avait cette problématique là que finalement dans notre conception du trajet, on a plutôt conçu un aller-retour. C'est-à-dire que dans l'itinéraire, quand vous planifiez à BRP ou même quand vous planifiez sur votre véhicule, il faut que vous planifiez l'aller-retour. De cette façon, la voiture ou à BRP ou vos autres outils de planification vont vous prévoir à l'arrivée une charge suffisante pour pouvoir repartir et rejoindre un point de recharge à l'arrivée. Donc il va vous prévoir un itinéraire qui vous permet de repartir une fois arrivé sur votre point de destination et d'envisager le trajet de retour. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On est arrivé avec 50% de batterie. Lorsqu'on a posé la voiture, on était à 50% de batterie. Et c'était un point alors que je voulais souligner aussi. Lorsqu'on l'a repris 7 jours plus tard, donc a été stationné dans un parking, pas chauffé, il faisait 5 degrés à peu près dans le parking. Lorsqu'on l'a repris 5 jours plus tard, sans avoir sollicité la voiture, c'est-à-dire sans l'avoir réveillée à tout bout de champ pour voir où elle en était, elle en était à 48%. Donc ça veut dire qu'on a perdu environ 2% en 7 jours. Ce
qui me paraît, moi, ce qui m'a semblé beau quand même. Hein. Alors je pense qu'on était à 2% et un peu plus, parce qu'à peine on a roulé, on est tombé à 47%. Mais bon, il faut quand même aussi comprendre que la voiture, elle a commencé le chauffage, etc. Elle n'était pas prévenue qu'on allait la reprendre. Donc voilà, elle s'est un petit peu réveillée et voilà, 40, on va dire, elle n'a pas du 3%. Allez, 3% en 7 jours. Bon, voilà, ça nous a semblé très raisonnable. Bonne surprise sur l'aspect stockage finalement. On n'avait jamais fait trop attention quand on le laissait au garage une semaine, ce qui est arrivé. Et ben voilà, on perd entre 2 et 3%, donc ce qui est loin d'être délirant. Faudra regarder hein, les coûts à l'année, ce que ça peut représenter. Je vous ferai le calcul. Sur ce trajet, principalement autoroutier, on consomme beaucoup. Enfin voilà, la voiture elle est sollicitée, elle est en charge, elle est enfin je veux dire en charge au sens voilà, il n'y a pas beaucoup de moments de régénération. On a consommé aux alentours de un peu plus que ce qu'on consomme en été. Donc en gros en été on est plutôt dans les 20 kWh aux 100 km. Là on était plutôt à 22, 23. Bon, ça fait pas une grosse... Alors sachant qu'on n'était pas dans des grands froids quand même, hein. C'est-à-dire qu'on a fait tous les trajets... Bon, la température minimum de ces trajets c'était peut-être 5 degrés, donc c'est pas non plus quelque chose de... On n'a pas roulé à moins 10. A priori les impacts quand même, quand les températures commencent à être fraîches, voire froides, sont beaucoup plus notables. Donc malheureusement là on peut pas faire vraiment un débriefing de la circulation en température vraiment froide. Mais voilà, entre 5 et 10 degrés, on n'a pas noté un changement significatif. Entre 20 et 23, franchement, ça peut provenir de circulation, enfin de conditions extérieures changeantes, du vent, de la pluie. Voilà, il y en a quand même eu. Là, aujourd'hui, c'est gros vent du sud, donc en pleine tête là, pour ce trajet-là. Voilà, ça impactera forcément votre consommation. Mais en tout cas, dans ce qu'on a observé, c'est pas non plus la révolution. On n'est pas monté à 30 kWh au 100 km non plus. Ça veut dire que l'autonomie qu'on a affichée reste sensiblement la même. C'est-à-dire que, dit autrement, batterie pleine de 100 à 0, on aurait fait environ 350 km. Et sachant du coup que les trajets qu'on a pu faire étaient aux alentours de, c'était branche, de 250-300 km, qui faisait en général un petit peu plus de 2 heures de roulage. Pour le trajet qu'on a prévu, ça revenait à s'arrêter 2 fois. Alors à l'aller, pardon, et des petits bouts de bois éparpillés sur la route. Donc oui, à l'aller c'était un petit peu plus de 2 fois. Parce qu'on a privilégié des arrêts plus courts, donc on a fait donc 3 arrêts, dont un très court. Et sur le trajet du retour, on s'est contenté de 2 arrêts. On est parti, comme je vous le disais, une batterie globalement à 50%, on est arrivé à la maison avec une batterie à 11%. C'est la différence. À l'aller, on est parti chargé à 100% de la maison, on est arrivé à 50% à destination. Au retour, on est parti à 50% et on est arrivé chargé à 10% à la maison. Ça veut dire qu'entre temps, on a fait 2 arrêts. Le premier arrêt était un peu long, un peu plus long que le second. C'est un arrêt pour la pause dîner. Donc là, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on perd du temps en roulant en voiture électrique? Premier arrêt, pause dîner. Donc on a pris le temps de s'arrêter, sachant que c'est déjà un fast-food. Donc fast-food, c'est rapide. Le temps de faire les quelques centaines de mètres pour atteindre le fast-food, de s'y arrêter, de faire la pause qui va bien, la voiture était passée de 20 à plus de 90%. On s'est arrêté une quarantaine de minutes. Seconde pause, on s'est arrêté à 25 minutes. On s'est arrêté 25 minutes. Donc on est repassé rigoureusement de 15 à 80 en 25 minutes. Ce qui nous a permis de joindre la maison avec une marge de sécurité. J'ai dit 11, mais en vérité on est arrivé je crois à 15. Voilà, on aurait pu jouer un peu plus avec les limites en réduisant la seconde pause. Voilà, on aurait pu aller un peu l'écourter. On ne l'a pas fait. Parce qu'on est encore un peu frileux et qu'on a bien fait malgré tout, parce qu'effectivement c'était la tempête et qu'il y avait du vent, il y avait de la pluie, etc. Et que c'était des conditions quand même qui sont un peu plus incertaines. On ne voulait pas se retrouver en pleine nuit
à galérer sur l'autoroute. En ce qui concerne la consommation sur route de montagne, donc avec des pentes importantes, le rêve et le mythe, c'est de se dire « Ah, on va consommer autant à la montée qu'à la descente ». C'est faux. Arriver à une opération nulle, c'est faux, évidemment pas. Ce que j'ai observé, c'est que sur à la montée, donc on a consommé 10 kWh de la batterie, donc à peu près 1/7 de sa capacité, mais un peu plus d'1/7 même. Et pour une consommation de 67 kWh au 100 km. Donc ça commence à être un peu sérieux comme consommation. Je ne suis pas sûr que pleine balle sur Autobahn vous en soyez à ces niveaux-là. Ou en tout cas, c'est à peu près les ordres de grandeur. Donc c'est très grosse consommation. À la descente, à combien on était? Eh ben, on n'a pas remis 10 kWh dans la batterie. On était très loin. On a réussi à remettre 3 kWh dans la batterie. Donc en gros, on est parti à 47 et on est arrivé en bas à 50. Ce qui est déjà beau, hein. C'est déjà beau. Mais ça veut dire que le delta entre les deux, c'est 7 kWh qui ont été consommés pour faire la distance que je vous remettrai en incrustation. Et je vous mettrai également la consommation équivalente. Et on verra que ça correspond très probablement, à l'intuition comme ça, à une consommation qui est largement supérieure à celle que vous auriez faite sur une distance équivalente sur du plat. Voilà, bon. Il faut bien consommer d'une manière ou d'une autre, même en descente, la voiture de temps en temps, vous devez la relancer. Il y a des épingles, mais c'est pas une pente continue, donc il y a des relances modestes. Je suis descendu vraiment beaucoup au frein moteur, quasiment sans jamais toucher au frein. C'est arrivé 2-3 fois où voilà, en virage, en épingle, quand on est sur l'intérieur de l'épingle, là oui, ok, un petit coup sur le frein, mais très léger. Mais globalement, voilà, c'est les chiffres que je voulais vous partager. Ils sont intéressants et puis ils permettent de lever aussi un petit peu quelques utopies, quelques mystères au regard de chiffres qui seraient plus factuels. Bon, alors pour ceux que ça intéresse le concours, qui ont attendu jusqu'à la fin, merci à vous de cette patience. Qu'est-ce qu'on met en jeu aujourd'hui? On met pas en jeu la voiture, rassurez-vous, c'est pas la Tesla qu'on met en vente, qu'on met en jeu, non. On met en jeu un bac de rangement. Pour combler les zones dans le coffre, vous savez, les zones sur les côtés, là, les trous à merdouille, bien pratiques, mais tellement pratiques qu'ils se remplissent et qui sont, voilà, ça laisse un trou, c'est pas très pratique. Donc voilà, nous on a acheté un bac de rangement qui malheureusement ne s'adapte pas sur cette voiture Tesla Model Y issue de Berlin, et mais qui s'adaptera sur les Tesla Model Y issus de Shanghai. Et ben voilà, le deal c'est ça, c'est que on va vous offrir cette boîte dont on n'a pas l'usage, on vous l'offre et on vous l'expédie à nos frais. Voilà, ça nous fait plaisir. Pour ça, on va remercier ceux qui suivent la chaîne régulièrement, et pour ça, on va remercier ceux qui sont abonnés. Donc si c'est pas fait, il est toujours temps de le faire. Et puis précisez-nous aussi dans le commentaire de cette vidéo que vous voulez participer à ce fameux jeu concours pour qu'on le sache. Donc mettez un commentaire comme quoi vous voulez participer. Idéalement, j'espère que vous aurez une Tesla Model Y issue de Shanghai, et comme ça vous servira directement. Et puis si vous n'en avez pas une, vous en ferez ce que vous voulez. Ça peut être un objet décoratif, un objet collector, vous en faites ce que vous voulez. Et voilà, on aura le plaisir de vous l'offrir comme on a le plaisir de faire ces vidéos. Voilà, et pour ceux qui ne veulent pas participer ou qui ne peuvent pas participer, vous pouvez quand même vous abonner, ça nous fait plaisir, ça fait grandir la chaîne. Et également, ça nous encourage. Ça nous encourage, et vous pouvez aussi nous encourager avec les fameux petits pouces bleus qui font plaisir à tous. J'ai un comptable des pouces bleus sur chaque vidéo qui les observe avec grande attention, et sachant que moi j'y suis sensible aussi. Donc merci de suivre nos vidéos, j'espère que ce contenu vous aura plu, vous aura appris des choses, vous aura incité soit à aller vers cette marque-là, soit à poser des questions, soit à vous en éloigner. Mais en tout cas, que ces vidéos ne nous laissent pas indifférents, c'est pour nous un objectif. Et je vous remercie, à une prochaine vidéo.